municipalité de Dunkerque, je vous souhaite la bienvenue dans cet hôtel de ville. Nous sommes victimes, je salue au passage M. l'adjoint à la culture et au patrimoine qui nous rejoint. Je vous salue mon colonel, je vous remercie d'être là. Je remercie toutes les personnes qui sont ici présentes. Et je pense que nous sommes un peu victimes aujourd'hui du beau temps, dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la digue, je vais vous en parler, en connaissance de cause. Et puis nous sommes également victimes un peu de la multiplicité des manifestations qui tiennent à commémorer le centenaire de la mort de Guynemer. Hier, nous étions à Saint-Paul-sur-Mer, où nous avons, et je vous invite d'ailleurs à y aller, une exposition très intéressante, surtout ce qui évoque Guynemer à l'époque, et cette opposition, parce que je ne voudrais pas oublier des intervenants, cette exposition est organisée avec le concours du club d'aéromodélisme, le club philatélique dunkerquois, le lycée professionnel Georges Guynemer, l'école des beaux-arts, la médiathèque de Saint-Paul-sur-Mer, le cercle militaire de Tourcoing, l'association TCF 1830, et mesdames Lisiane et Jocelyne Denière, qui ont d'ailleurs écrit un petit ouvrage sur Guynemer et qui tiennent une exposition ici au sous-sol de la librairie 33 rue Emery, exposition Georges Guynemer par ces dames Denière qui ont, je viens de le dire, fait un petit ouvrage sur la question. Alors je crois que nous sommes victimes de toutes ces de ces nombreuses manifestations et que aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes relativement nombreux, mais pas aussi nombreux que je l'aurais souhaité, pour accueillir des conférenciers de grande qualité et de grande classe, que sont dans un premier temps M. Bailleul, qui viendra nous présenter ses ouvrages de la collection Atlas, et puis surtout les aérodromes, et puis également de M. Frédéric Lafarge, capitaine de réserve citoyenne de l'armée de l'air, ancien délégué du patrimoine historique des bases aériennes 112 à Reims et 102 à Dijon, sur le thème « À la vie, à la mort, Georges Guynemer, le plus illustre des as de la guerre 1814-1917 ». Il est évident que la vie de Guynemer est une vie qui est pleine, qui est entièrement au service de la France. Il a été quand même nommé officier, chevalier Légion d'honneur alors qu'il avait 21 ans, le jour de ses 21 ans, hein, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et il a été, vous savez que son nom maintenant figure sur les murs du Panthéon, hein, à la suite évidemment de tout ce qui lui est arrivé et des 53 victoires homologuées. Il y avait, au début, en 1914, c'était le début de l'aviation militaire. On peut dire que c'était ses balbutiements. À l'époque, c'était essentiellement des ballons captifs qui étaient chargés de photographier les bases arrière, les bases d'artillerie. Et puis ensuite, il y a eu les avions qui ont permis de photographier les bases ennemies, de chaque côté d'ailleurs. Moi, je ne voudrais pas parler des Français parce que je ne voudrais pas déflorer votre sujet, mais j'ai lu récemment que Göring, cette espèce de maréchal hitlérien, ambitieux, orgueilleux, m'as-tu vu, avait été un as de l'acrobatie aérienne. Et j'ai lu récemment qu'il s'était spécialisé sur un biplan Albatros pour prendre des photographies des positions françaises à Verdun et à Stenay. Il avait pris une habitude, puisque vous savez que quand il prenait des photographies, ils étaient très gênés par les ailes en toile qui se trouvaient en dessous alors qu'ils étaient dans leur cabine. Alors il demandait à son pilote, Lormer, de se
mettre sur la gauche, et lui sortait aux 3/4 de son habitacle pour prendre des photographies avec un appareil qui faisait 15 kg, et en changeant, vous savez, à l'époque, il fallait changer les lames de verre pour chaque cliché, et il faisait ça, c'était de l'acrobatie, et c'était de l'art militaire, c'était le début de Göring. C'était, j'allais dire, le bon temps de Göring. Après, on ne pensera pas la même chose de lui, n'est-ce pas? Bien. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur le début de l'aviation militaire, mais pour en parler, il y a beaucoup plus compétent que moi, et je vais commencer par céder la parole à M. Bagnol, c'est bien cela, qui va nous parler de sa collection Atlas, et je le remercie vivement. Monsieur Lécluse, représentant du maire de Dunkerque, mon colonel, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers et personnels militaires, mesdames et messieurs les passionnés par notre histoire locale, merci de votre présence. Je tiens dans un premier temps à remercier M. Vergrit, maire de Dunkerque, pour son accueil et cette réception dans ce beau cadre offert au niveau de la mairie. Remerciements également aux élus et personnalités présentes qui ont souhaité partager ce moment avec nous, que nous réalisons à chaque publication d'un livre sur des régions en France. Ici, nous sommes à Dunkerque, une ville qui a inscrit plusieurs fois son nom dans l'histoire et qui rejoint aussi celle de cet as de notre armée de l'air, le capitaine Guynemer. Dunkerque, qui inscrira une seconde fois son nom dans l'histoire des conflits avec l'opération Dynamo, durant ce que l'on a nommé la bataille de France en mai-juin 1940, et s'ajouteront ensuite, au niveau de la commune, les combats de la libération qui provoqueront de nombreuses destructions. C'est donc avec un très grand honneur pour l'association Ancien Aérodrome d'être aujourd'hui présente dans cette ville à l'occasion de cette présentation presse pour le 5e volume de notre collection Atlas consacrée au terrain d'aviation de la Première Guerre mondiale. L'association Ancien Aérodrome, fondée en octobre 2009, s'est fixée pour but d'étudier les aérodromes civils ou militaires en service ou disparus, de la période des pionniers jusqu'à nos jours. Le champ d'investigation de notre association est national, avec près de 160 membres et associations répartis sur l'ensemble du territoire. Et nous comptons également dans nos membres quelques personnes qui viennent de pays européens, comme l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, car l'histoire et les passions n'ont pas de frontières. Nos travaux font l'objet de publications sous forme de 2 collections. La collection Aérodrome, une collection qui se charge de décrire l'histoire d'un aérodrome. Et nous avons ensuite la collection Atlas que nous vous présentons ce soir. Nos travaux font l'objet également d'expositions, d'articles rédigés par nos membres, mis en ligne sur notre site internet, ou encore de conférences réalisées par également des membres de l'association dans le but de pérenniser toujours la mémoire des lieux, des infrastructures et également des hommes qui y ont servi. Au niveau de la collection Atlas, donc, nous sommes le 5e volume que nous vous présentons ce soir. Nous avons déjà réalisé 4 petits livres. Le premier sur le département de la Somme en 2014, le second sur le département de l'Oise, le 3e sur le département de l'Aisne et le 4e sur le département de la Meuse. La collection Atlas s'inscrit dans le cadre des commémorations pour les centenaires de la Première Guerre mondiale. Chaque ouvrage présente le dispositif aérien sur un département. C'est un livre qui allie publication papier et également publication numérique, permettant ainsi mise à jour et complément régulièrement. Chaque livre de la collection Atlas se présente un peu de la manière suivante. Ce sont des fiches
qui détaille les coordonnées du terrain, le nom du terrain. Ensuite, vous avez l'occupation du terrain. Vous voyez les petites cocardes, ce sont donc les nationalités qui ont occupé le terrain. On détaille également les infrastructures. Nous avons pu retrouver grâce à des documents d'archives. Alors, infrastructure à l'époque, c'était vraiment très rudimentaire. Hein. C'était des tentes en toile et en bois, des casernements en bois, qui étaient montés par des unités chargées donc de l'aménagement des terrains et qui pouvaient du jour au lendemain être démontés et replacés sur un autre lieu qui avait été choisi afin de coller au plus près à la ligne de front. Donc sur chaque fiche de nos atlas, on détaille également la liste des unités présentes sur ce terrain d'aviation, avec toujours, lorsqu'on a pu l'identifier, la date de présence de chaque unité, de tel mois à tel mois. En bas de chaque page, vous avez donc une carte, qui est une carte d'époque, une carte d'état-major d'époque, sur laquelle nous avons placé des calques. Donc les calques, ce sont donc les... Je reviens en arrière. Les calques, ce sont donc les colorisations sur la carte, donc soit en jaune, soit en orange. Ce calque reprend les limites des terrains que nous pouvons retrouver toujours en exploitant les documents d'archives. En bas de chaque carte, nous plaçons 4 QR codes. C'est 4 que l'on voit ici en bas de page. Alors le premier QR code, envoie directement à une page de notre site internet, parce que sur notre site internet, nous disposons d'un atlas national des aérodromes qui en fait regroupe les aérodromes de la Première Guerre mondiale, les aérodromes établis pendant l'entre-deux-guerres, les aérodromes également de la Seconde Guerre mondiale, jusque aussi les aérodromes en service actuellement, qu'ils soient des aérodromes civils ou des bases aériennes. Donc le premier QR code renvoie à cette page de notre site internet consacré à cet aérodrome, où on retrouve un tableau qui redonne donc les coordonnées du terrain, les communes sur lesquelles le terrain est établi. Ensuite, son utilisation, donc soit pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons, comme vous le voyez, donc, le dernier champ peut se dédoubler en une liste, un menu déroulant, sur lequel nous pouvons faire apparaître différents articles sur ce terrain. Donc ça peut être soit un historique du terrain, ça peut être un reportage photo, des photos d'époque. C'était donc le premier QR code sur le côté gauche. Le deuxième QR code est une application qui vous permet d'aller jusqu'au petit point rouge que vous voyez sur les cartes. Alors ce petit point rouge est un point d'observation que nous avons défini aux alentours du terrain afin que tout le monde puisse se rendre à l'emplacement du terrain et voir l'emplacement où se trouvait donc l'aérodrome à l'époque. Le troisième QR code est une ressource communale, donc c'est un lien vers le site internet de la commune, ça peut être aussi un lien vers une association historique qui a développé une page sur l'histoire du terrain, et ça peut être aussi des informations touristiques. Bon, on a eu des retours parfois de certains lecteurs qui ont utilisé ce QR code pour trouver un gîte sur une commune proche. Le quatrième QR code, donc, tout sur la droite, est une ressource audio ou vidéo qui doit permettre d'insérer ça peut être la lecture d'un témoignage d'époque, ça peut être également un petit film dont les droits sont publics, avec donc toujours consultation possible à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Alors, dans nos atlas, on peut rencontrer deux types de localisation de terrain. Donc, la parcelle qui est colorisée, donc toujours, je le répète, lorsqu'on a pu retrouver les documents d'archives qui vous donnent les limites du terrain. Puis parfois, on voit un petit avion qui est posé à côté de la commune. Là, c'est quand on n'a pas réussi à avoir la localisation précise du terrain, donc on place le petit avion à l'emplacement estimé donc, du terrain. Chaque
limite de terrain est numérisé, ce qui nous permet de le placer sur une carte, sur la carte, on peut dire, dans toute la ligne de front, avec peut-être par la suite des possibilités du fait que ça a été numérisé, d'établir des requêtes, par exemple les terrains 1914, les terrains 1915, les terrains anglais de 1915 ou allemands de 1915. Ça pourrait nous permettre de visualiser la manœuvre aérienne d'époque. Donc 1914-1918, 2014-2018, je vous avais dit, c'était donc pour coller à la période des commémorations des centenaires de la Première Guerre mondiale. Donc 4 années de conflit, 4 années pour se souvenir, pour ne pas oublier, pour rendre hommage et découvrir ce que fut le développement de l'arme aérienne durant cette guerre meurtrière. Je tiens maintenant à remercier les auteurs de cet Atlas Nord que nous vous présentons ce soir. Je nomme dans un premier temps Jérôme Gross pour ses recherches patientes et minutieuses dans les centres d'archives ainsi que bibliographiques. Jacques Calsine, qui est l'auteur des 3 premiers atlas, donc c'est un peu lui qui est le référent de cette collection. C'est par lui que nous avons commencé cette série qui a pour but de couvrir l'ensemble de la ligne de front. Sir Roger Austin, qui est Air Chief Marshal de la Royal Air Force en retraite, pour ses recherches sur le Royal Flying Corps en France. C'est aussi grâce à lui que nous avons initié cette collection. Jean-Michel Borde pour les illustrations numériques et la mise en page de ce livre. Donc, toutes ces cartes ont été faites, donc c'est aussi grâce à Jean-Michel Borde que nous en avons un livre aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi Daniel Flao et Alain Grappon, donc 2 membres de notre association, pour leur long travail de démarchage vers les mairies, les services presse, les journaux, afin de réaliser la promotion de ces ouvrages. Je tiens aussi à remercier Jean-Luc Charles, qui est ici présent, pour la mise à disposition de documents d'archives qui permettent d'illustrer l'ensemble de ces livres. L'édition de ce livre, Atlas Nord, a représenté un très gros travail de recherche pour Jérôme Gross et de nombreuses heures de recherche, de nombreuses heures de mise en page pour Jean-Michel Borde, mais il s'agit aussi d'un montage financier. Je remercie donc les municipalités du département du Nord qui ont acheté ce livre, soit des achats individuels, soit des achats en nombre, ce qui nous a permis de faciliter le financement de cette publication. Remerciements aussi à la mission centenaire de l'aviation civile, de la mission centenaire, ensuite de la mission mémoire de l'aviation civile, ainsi que le Conseil général du Nord pour les subventions qui ont été accordées pour ce livre. Merci à tous de votre attention, à toutes les personnes qui ont soutenu également nos actions. Je vais laisser maintenant la parole à M. Jérôme Gross, auteur du livre, mais je tiens dans un premier temps à remettre publiquement un exemplaire de ce livre à mon colonel Vandal, qui a préfacé le livre. Donc, je vous offre ce livre avec dédicace des auteurs et également de l'auteur du timbre Guilmer qui est paru hier. Et donc, nous avons collé sur le livre pour pouvoir vous Maintenant, je vais passer la parole à Jérôme Gross, auteur du livre, qui s'est attelé pendant plusieurs mois à la réalisation de ce travail. Plusieurs années même. Mesdames, Messieurs, chers amis de DESA, je suis très honoré de me retrouver à Dunkerque pour la sortie de ce 5e atlas des terrains 14-18. Dunkerque, ville restée française pendant 14-18. Ville, bien sûr, occupée par les Allemands jusqu'à la capitulation, leur capitulation, disons, le 9 mai 1945. Ville aussi bombardée pendant les deux conflits. Dunkerque, ville au passé aéronautique glorieux, grâce au centre d'aviation maritime, donc les hydravions, la base des hydravions français, qui était située près des anciens chantiers. C'est du Royal Navy Air Service, qui était l'équivalent anglais, juste à côté. Bien sûr, sans oublier les terrains de Saint-Paul et des communes de Petite-Sainte, Coudekerque
Cappelle-la-Grande et Bierne-Berck. Permettez-moi de me présenter. Je suis lorrain de cœur, nordiste et breton d'adoption. J'ai fait ma carrière comme ingénieur chez Dassault. Je suis parti du Mirage 3 jusqu'à la fin au Rafale. Et en parallèle, disons, j'ai fini le Mercure, un bel avion civil que Dassault avait fait pour France Inter, qui s'est arrêté à 13 exemplaires. Et bien sûr, j'ai quitté, disons, avec le Falcon 7X. Donc, les 45 ans que j'ai passés chez Dassault ont été fabuleux pour moi par rapport à la diversité des projets. C'est une très belle société. Pourquoi avoir fait cet atlas? Eh bien, la passion de l'aviation a commencé très tôt. J'allais dire, en plaisantant un petit peu, il y a 100 ans que je fais de l'aviation. Et cette aviation, disons, elle se mémorise en fait par ce petit objet. Ce petit objet a été fabriqué par mon grand-père en 1917. Mon grand-père était dépanneur avion au Grand Parc Aéronautique de Matouge. Donc les dépanneurs avions, ce sont des gens qui n'étaient pas, j'allais dire, sur le parc, mais qui se déplaçaient sur le front pour aller dépanner ou récupérer des pièces avions. Alors ce petit briquet, mon grand-père en a fait toute une série, en fait, parce que je pense que c'est sûr qu'il a fait 14-18, mais il n'était pas au front pendant 4 ans. De temps en temps, disons, il a dû se servir de sa lime, de son étau et de sa perceuse, disons, et tous les briquets qu'il a fait, il les a fait avec des pièces d'avion. Ça, ce sont des capuchons de réservoir. Après, disons, étant donc lorrain de Nancy, ma cour de récréation, ça a été le plateau de Malzéville. Alors, pour ceux qui connaissent le plateau de Malzéville, c'était un aérodrome extrêmement connu pendant la guerre de 14-18, où il y a eu jusqu'à quasiment 3 escadrilles de bombardement. J'ai joué, disons, sur le plateau de Malzéville pendant toute ma jeune enfance. Et le plateau de Malzéville avait toujours gardé, en fait, des hangars anciens, disons, et on s'en servait pour faire du planeur, du vol à voile. J'ai passé mes samedis et dimanches. Bien sûr, après, ça a été ma carrière de chez Dassault, où même si je n'ai pas énormément volé, j'ai quand même eu l'occasion de prendre quelques avions. Alors, à la retraite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Disons, on s'occupe. Eh bien, moi, j'ai trouvé quelques occupations. La première, ça a été d'être photographe pour les Anglais, pour leur projet, qui était en fait de faire une base de données pour photographier toutes les tombes de leurs militaires tués. Donc les Anglais, en fait, ce sont un peu la mentalité anglo-saxonne très respectueuse de tous ces conflits, de tous leurs tués. On fait photographier dans le monde entier les 2 millions de tombes des soldats du Commonwealth. Tout conflit, bien sûr, confondu. Donc, j'emmenais mon épouse parcourir les cimetières de France pour y faire 4000 photos. Après, cette base de données étant terminée, elle est d'ailleurs sur Internet, hein, on peut donc aller chercher la photo, disons, et la formation, bien sûr, des soldats. Et quand on parle du Commonwealth, on les trouve des Chinois, on trouve des Australiens, des gens de Nouvelle-Zélande, de Labour Corps, de l'Inde, tout ce qui s'ensuit. C'est très très vaste, disons. Le déclic, en fait, ça a été mon petit village où j'habite, Ouplan-Coine, qui est près de Seclin, où mon voisin me dit un jour, finalement, tu as un terrain d'aviation au bout de ton jardin. Bon, je lui dis, tiens, c'est bizarre, parce que finalement, en habitant quand même depuis quelques dizaines d'années, personne ne savait qu'il y avait un terrain d'aviation. Donc là, j'ai commencé à chercher un petit peu, envoyer 2-3 mails, et je suis tombé, bien sûr, sur 2A, le président, Jean-Luc, qui me dit, oui, nous, les terrains, on les cherche. On a commencé à en trouver quelques-uns, et voilà, ça s'arrête là. Donc j'ai travaillé, c'est un grand mot, je me suis amusé, disons, pendant 1 an, à chercher pourquoi il y avait un terrain d'aviation en Ouplan-Coine, qui c'était en fait. Et là, ça a été fabuleux en fait, cette histoire, parce que très rapidement, en fait, j'ai pu savoir que c'était, et ça c'est par rapport, disons, à la 6e armée, celle du fils du roi de Bavière, qui était à Lille, qui occupait très rapidement l'île, disons.
eh bien, les Munichois, les Bavarois, disons, qui étaient un État totalement indépendant par rapport, j'allais dire, à la Prusse, disons, avaient leur propre aviation. Une aviation très performante, très en avance, avec des écoles et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'était une unité bavaroise, en fait. Étant né en Allemagne, disons, mon père était militaire, j'avais eu quelques relations, et je connais encore, j'ai fait mes études en Allemagne, disons, donc j'ai pu contacter des gens, et on a retrouvé des documents sur le plan Quan, disons, et d'une manière fabuleuse par rapport à des photos, en fait, de tous les aviateurs, ce qu'ils avaient fait, leurs avions, où ils habitaient, les maisons qui ont été détruites, les châteaux qu'ils avaient occupés. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ce n'était pas simplement de trouver que ce champ de betteraves ou de patates qui existe actuellement, c'était un terrain d'aviation, mais c'est la vie de tous ces gens-là qui vont passer quasiment 3 ou 4 ans dans mon petit village. À partir de ça, disons, Jean-Luc m'a dit, moi j'ai commencé, mais je crois pas que je vais arriver jusqu'au bout, tu veux pas t'occuper de ça. Donc là, on a pris le projet en main, puis voilà, j'ai commencé. Alors, c'est une aventure moderne sur des faits qui sont plus que centenaires, donc on ne trouve rien quasiment sur place. Ce n'est pas de la démarche d'aller sur les terrains, disons, c'est une démarche de recherche, en fait, par rapport à de l'histoire, de la géographie. Donc les recherches, bien sûr, on les fait par rapport à des cartes, toute la cartographie qu'on peut avoir, les services d'archives, les forums. Il y a des forums aux États-Unis. On ne peut pas imaginer les gens qui sont les plus, je veux dire, performants, c'est peut-être pas le mot, mais qui sont les plus pointus, disons, dans le domaine de la recherche sur les avions 14-18, ce sont les Américains. Ils ont un site, en fait, qui s'appelle The Aerodrome, où là, ce sont des collectionneurs fous, disons, et ils vont jusqu'à faire des maquettes. Donc ils vont chercher, disons, exactement tous les numéros de série d'avions, comment les avions ont été décorés, tout ça. Et donc, on a aussi, disons, des bases photographiques qui sont fabuleuses. Une des plus grosses bases de données photographiques, elle est, disons, aux États-Unis. Elle est à l'université de Dallas, au Texas. Pourquoi? Parce que c'est pas mon cousin, Peter Gross, qui était donc le descendant du grand peintre, si vous connaissez, Georg Gross, disons, a migré, disons, au moment de la Seconde Guerre mondiale, juste avant, en fait, et c'est un fou furieux, disons, d'aviation. Donc il a collectionné des images, il a racheté des fonds documentaires, tout ça. Le fond est absolument extraordinaire. Sur au plan Quan, sur n'importe quelle chose, on trouve des photos. On trouve des photos sur les pilotes. J'ai trouvé des rapports, disons, quotidiens, en fait, sur au plan Quan, disons, du commandant qui disait tel jour il fait beau, il fait pas beau, on est sorti, on n'est pas sorti, on a été là, on n'a pas été là. Donc vous voyez, on trouve plein de choses. Alors les forces en présence par rapport au petit bouquin, ben oui, dans le département du Nord, il y avait beaucoup sur les 220 terrains, il y en avait énormément qui étaient allemands en fait. J'en ai plus de 172. C'est normal, c'était le front, disons, toute la partie qui était occupée. On avait une trentaine de terrains anglais qui sont beaucoup plus situés dans la région de Dunkerque en fait, et jusqu'à l'avancée du front Bayeul, disons, mais après c'était tous les terrains allemands. 52 terrains, par contre, ont été occupés par les Anglais sur les terrains allemands. À partir de août, disons, là, ça a commencé à bombarder. Et quand les Allemands se sont retirés, beaucoup de terrains ont été occupés par les Anglais. Et une vingtaine de terrains français qui ont été ballottés, repris par les Allemands, repris par les Anglais. Le choix d'un terrain, disons, c'est pas très compliqué. Hein, c'est trouver un champ assez dégagé. Je veux dire qu'il fait au moins 500 mètres sur 500 mètres, avec pas trop d'obstacles, qui sont un peu placés dans les vents, tout ça, donc on arrive déjà un petit peu à étudier, et surtout après, il faut du logement. Parce que les premières unités, donc on parlait photographique, 6 avions, 6 pilotes, 6 observateurs, 100 personnes pour s'occuper de tout ça. Ah, il fallait des mécaniciens, il fallait des gens qui fassent de la photo, il fallait des gens qui fassent l'administration, les rapports, tout ça. Donc il fallait loger les gens. Donc systématiquement, disons, il fallait du logement. Donc soit des fermes, soit des maisons. Et pour les officiers, disons, la plupart du temps, ils aimaient bien avoir quand même une demeure assez cossue. Et c'est vrai, quand on regarde les terrains, c'est absolument fabuleux, parce qu'on retrouve des tas de châteaux, qui malheureusement ont été détruits par l'occupant en 14-18, ou éventuellement détruits depuis.
ou un haut plan en coin, on a retrouvé un château, personne ne le connaissait. Et donc c'était là où logeaient les officiers. Alors les forces en présence sur le département du Nord jusqu'en 1917, c'était quand même relativement une suprématie allemande. Au départ, donc, comme on expliquait, des Fliegerabteilung, qui étaient les unités de photographie allemandes, en fait. Donc, on était très puissantes, en fait, et occupaient le terrain. Les Anglais, monsieur, il y avait quasiment dans le Nord, de l'autre côté, je veux dire, quasiment que les Anglais. Les Français étaient moins présents, en fait. Après, c'est monté plus en puissance. Mais au départ, c'était les fameux squadrons. Donc, des unités squadron avec éventuellement des Australiens, quelques Américains. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, les flottes aéronautiques, aériennes, n'étaient pas du tout indépendantes. Elles étaient sous domination de l'armée, en fait. Elles suivaient l'armée, en fait. Elles étaient sous commandement de l'armée. La première unité, j'allais dire, autonome d'armée aérienne, en fait, ça a été la Royal Air Force, qui a été créée, en fait, en 1918. C'était la première, en fait, par la fusion du Royal Flying Corps et du RNAS, des hydravions de la marine, en fait. C'est eux qui ont eu une première force indépendante. Le reste du temps, disons, on suivait, en fait, l'armée, sous commandement de l'armée, ce qui fait qu'en fait, les terrains, disons, il y en a eu énormément. Tous les terrains que j'ai mis dans le bouquin n'ont pas été occupés pendant 4 ans. Et ils ont été très... c'était une mobilité des unités qui était absolument énorme. On bougeait sans arrêt les unités, disons. Et c'est les unités qui venaient pour 1 ou 2 mois. Et après, pouf, elles bougeaient, elles repartaient, tout ça. Il y avait tout un mouvement stratégique, je ne peux pas vraiment expliquer, mais être détaillé, quel était le fondement, disons, militaire de tout ça. Mais c'est vrai que ça bougeait beaucoup, disons. Alors après tout ça, les terrains, la cartographie, la géographie, c'est bien beau. Moi, ce qui m'intéresse aussi, ce sera peut-être la deuxième étape, et plus, disons, par rapport au site internet, disons, c'est les hommes et les machines, c'est la vie, tout ça, disons. Donc, qu'est-ce qu'ont vécu ces gens-là, hein, tout ce qu'ils ont pu faire évoluer, parce que ça a été, malheureusement, dans ces conflits où on fait évoluer la technique, donc des petits avions qui ont démarré au départ avec 2 personnes, il y avait l'observateur qui avait une carte, on suivait plus ou moins une voie de chemin de fer ou un canal, disons. Après tout ça, il y a eu des liaisons radio, on a amélioré les hélices, on a essayé de mettre des mitrailleuses qui allaient bien, tout ça. Et donc, vers fin 1916-1917, on a commencé à créer les avions de chasse. Ça, c'est le désir humain, il fallait tuer, il fallait combattre. Donc, les meilleurs pilotes ont commencé à être formés sur des avions, monoplaces, disons, des avions de chasse. Et là, c'est sûr que dans le Nord, il y a eu beaucoup de pilotes très connus. On a commencé à faire vous parlez de la voltige, en fait, c'est des figures, tout ça, pour pouvoir se positionner par rapport à l'ennemi. On a commencé à comptabiliser, disons, les palmarès de pertes et tout ça. Donc l'évolution technique est intéressante, bien sûr, à regarder, en fait. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est la vie de tous ces gens-là, disons. Parce que d'un côté, il y avait une petite, j'allais dire, pas noblesse, disons, mais des gens qui étaient les pilotes, les officiers, qui avaient un type de vie qui n'avait rien à voir, disons, avec le mécanicien de base, hein, qui dormait dans une étable. L'autre, il était en uniforme, autour d'une bête d'âme, dans une véranda, disons, et ils se servaient, disons, de la carte du château, et on les voit souvent dans ces photos de pilotes où ils font des banquets, disons, d'accord? Donc la vie de tous ces gens-là, puis ils ont vécu pendant 4 ans dans les villages. Quelles étaient les relations avec les gens qui étaient locaux, tout ça. Donc voilà un petit peu les choses vers lesquelles j'aimerais aller. Voilà un petit peu le petit exposé que je voulais faire. Alors, je voulais remercier quelqu'un ici, parce que moi je suis parti dans cette affaire pendant 2 ans, tout seul, dans le plus haut plan Quan, disons, et en fait je n'imaginais pas qu'il y avait tout ce travail, en fait, de mise en page, hein, de situation, de photographie. Alors, je voudrais que venez, Jean-Michel, parce que je vous ai un petit peu mené la vie dure, parce que par Internet ou par mail, on a des fois tendance à s'engueuler parce qu'on ne se comprend pas, vu qu'on ne se voit pas.
Donc en fait, le bouquin, la mise en scène, c'est Jean-Michel. Les belles photos, c'est Jean-Michel. Et c'est vrai que j'ai découvert un peu tout ça. Je le remercie. C'est la été facile pendant 2 ans à s'échanger entre des octets. C'était. Voilà. Donc, on va faire une belle photo avec le bouquin. Ah, les photographes. Merci. Écoutez, je vous remercie de votre attention et on passe à la suite. Ouvrez le banc. Georges Guilmer est né à Paris le 24 décembre 1894. Son père était officier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il essaiera de contracter un engagement volontaire le 3 août 1914, le jour de la déclaration de guerre. Mais il fut ajourné pour cause de santé dite fragile. Il renouvela sa demande, essuyant un second refus, et fut admis le 24 novembre à l'école militaire de Pau comme élève mécanicien, pour devenir élève pilote le 21 janvier 1915. Il recevra son brevet de pilote militaire le 26 avril, fut nommé caporal le 8 mai et rejoignit l'escadrille MS-3, Morane-Saulnier 3, où il se voit attribuer un avion qu'il baptisera le Vieux Charles en hommage à son instructeur plus âgé, Charles Bonnard. Les Moranes furent bientôt remplacés par les Nieuport, et c'est sur un Nieuport biplace, armé d'une mitrailleuse servie par le soldat Gerder, qu'il remporta sa première victoire le 19 juillet contre un aviatique. Il recevra la médaille militaire avec citation le 21 juillet et promu sergent. Il sera ensuite fait chevalier de la Légion d'honneur le jour de ses 21 ans, le 24 décembre 1915, par le président de la République Raymond Poincaré, et sera cité à l'ordre de l'armée. Le 3 février 1916, il remporte sa 5e victoire et devient un as, puisque le statut d'as est obtenu après 5 victoires homologuées. Il sera promu au grade de sous-lieutenant le 4 mars 1916 et sera cité pour la 6e fois à l'ordre de l'armée le 26 mars, après avoir été blessé le 13 mars. À peine guéri, Guilmer combattra au-dessus de Verdun avant de rejoindre la Somme, où il livra combat sur combat dans le célèbre groupe des cigognes du capitaine Brocard, qui décrira Georges Guilmer comme sa cigogne la plus brillante. Nommé le 31 décembre 1916 lieutenant, il abattait le 26 janvier 1917 son 30e avion ennemi et était promu capitaine le 18 février. Dès le mois d'avril, la guerre terrestre fait rage au chemin des dames. Parallèlement, les forces aériennes se dotent d'appareils de plus en plus meurtriers. Il pilote son Alors avion que magique, jusqu'à présent, les Allemands se contentaient qu'il fait surtout armer d'un canon de de placer 37 au-dessus du front des ballons captifs d'observation, permettant à l'observateur de corriger par téléphone le tir d'artillerie permettant d'abattre plus efficacement l'appareil identifié. La guerre aérienne va opérer un spectaculaire bond en avant avec la mise en service des SPAD au niveau français et les Albatros D3 armés de 2 mitrailleuses de l'aviation ennemie. Les exploits se succèdent. D'un côté, principalement Guilmer, René Fonck, et du côté allemand, Werner Voss, 48 victoires, et le légendaire baron rouge, Manfred von Richthofen, 80 victoires. Le 25 mai, Guilmer abat 4 avions et deux autres avions, et le 5 juin, 2 autres avions à quelques minutes juin d'intervalle. 1917. Le 11 juin 1917, il est promu officier de la Légion d'honneur. La rosette lui sera remise le 5 juillet par le général Franchet d'Espéré devant son avion le Vieux Charles, qui le jour même avait été percé de 5 balles. Je cite, a accompli le 25 mai 1917 un de ses plus brillants exploits en abattant en une seule minute 2 avions ennemis et en emportant dans la même journée 2 nouvelles victoires. Pour tous ces exploits, cet officier d'élite contribue à exalter le courage et l'enthousiasme de ceux qui, des tranchées, sont des témoins de ses triomphes. 16 octobre. Sa croix de guerre sera ornée de 23 ans.
En juillet 1917, il pilote son avion magique, le Spad 12, qu'il fait armer d'un canon de 37 mm tirant à travers le moyeu de l'hélice, mais aussi avec une mitrailleuse Vickers 303. De nouveau, il fera merveille, obtenant le 27 juillet sa 50e victoire aérienne homologuée. Le 20 août, ce sera la 53e. Fin août, il rentre à Paris pour faire réparer son avion endommagé, le 4 septembre. Il arrive au champ d'aviation de Saint-Paul-sur-Mer. Son avion magique n'étant pas réparé, il reprend son ancien appareil, mais ses deux mitrailleuses s'enrayent. Son chef d'escadrille, le capitaine Heurtaud, est grièvement blessé et Guilmer le remplace. Le lundi 10 septembre, il vole 3 fois avec un avion d'emprunt, mais la malchance le poursuit et il doit même rentrer à Saint-Paul-sur-Mer en voiture. Le mardi 11 septembre, il décolle à 8h25 et disparaîtra au-dessus de Coupes-Capelle, où ni son corps ni son avion n'ont été retrouvés. À l'unanimité, les députés décidèrent le 19 octobre que le nom de Guilmer figurerait sur les murs du Panthéon. Le 16 octobre, la citation suivante a été portée à la connaissance de l'armée. Mort au champ d'honneur le 11 septembre, héros légendaire tombé en plein ciel de gloire, après 3 ans de lutte ardente, restera le plus beau symbole de toutes les qualités de la race, ténacité, indomptable, énergie, farouche, courage sublime, animé de la foi la plus inébranlable dans la victoire. Il lègue aux soldats français un souvenir impérissable qui exaltera l'esprit de sacrifice et provoquera les plus nobles et les plus nobles émulations. Guilmer n'avait donc pas encore 23 ans lorsqu'il est mort en 1917. Il est un de ces 1 700 000 Français morts à la guerre, dont 500 000 ne furent jamais retrouvés ou quand ils le furent ne purent jamais être identifiés. En 1914, l'Allemagne, d'alors, violatrice des traités, envahissait notre pays et se livrait, comme l'a écrit Clemenceau, aussi à des destructions sauvages, systématiques et ordonnées par d'implacables doctrinaires de la tuerie civilisée. Avec nos alliés, unis et déterminés, nous l'avons vaincu en 1918. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, d'autres barbares agressent nos grands foyers de civilisation en prenant pour cible les forces de l'ordre et en procédant aveuglement à des massacres d'innocents, vieillards, femmes et enfants. Pour s'opposer à ces fanatiques d'entreprises assassines, il nous faut garder ou retrouver la force morale et patriotique de Guilmer, du soldat inconnu et de nos glorieux anciens. Aux jeunes de l'âge de Guilmer, qui doit être leur modèle, aux moins jeunes pour lesquels il doit être un exemple de témérité et de courage, nous pouvons affirmer que nous vaincrons cette idéologie destructrice en adoptant ensemble la devise qui était la sienne, devenue celle de l'école de l'armée de l'air, et qui ne comporte que ces 2 simples mots, faire face. Fermez le banc. Garde à vous. À gauche. Gauche. Gerbe de fleurs déposée par l'association des anciens aérodromes par M. Gérard Fonck, membre d'anciens aérodromes et arrière-cousin de M. René Fonck, as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, et M. Jérôme Gross. Gerbe de fleurs déposée par le comité franco-belge de souvenirs Guilmer, le lieutenant-colonel PC et M. Wins Matz.
Gerbe de fleurs déposée par la ville de Saint-Paul-sur-Mer, représentée par Madame Virginie Varlet, première adjointe représentant le maire délégué de Saint-Paul-sur-Mer. Vous pouvez incliner la tête devant le monument et rejoindre votre place. Gerbe de fleurs déposée par Monsieur Christian Hutin, député du Nord. Gerbe de fleurs déposée par la ville de Dunkerque, Monsieur Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, accompagné de Maître Guy Lécluse. Aux morts.